ne sont pas adoptés. Nous en venons à une autre série d'amendements identiques et la parole est à Monsieur Chevrollier pour l'amendement numéro 56. Merci, Monsieur le Président. Ce quatrième alinéa de l'article 12 prévoit la saisie du juge en cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, celui-ci devant statuer en considération de l'intérêt de l'enfant. Comme pour les autres articles, il convient de préciser l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme on l'a souvent vu, un des effets de cette proposition de loi va être de multiplier les causes de conflit entre les parents d'abord, mais aussi entre les parents et les tiers à qui vous voulez déléguer une part de l'autorité parentale. Offrir un rôle parental à un tiers, permettre une relation parentale banalisée et étendue à des parentalités additionnelles, c'est ignorer les conflits, les difficultés qui résultent d'une séparation. L'enfant va se retrouver au cœur et souvent la cause de ces conflits, ce qui est particulièrement dur à vivre et à assumer pour lui. Pour que l'élargissement des droits des tiers opéré par ce texte ne permette pas de satisfaire les intérêts d'adultes au détriment de celui de l'enfant, il faut à minima introduire intérêt supérieur. Merci, Monsieur Chevrollier. La parole est à Monsieur Dhuicq pour le 74. Merci, Monsieur le Président. Décidément, effectivement, nous sommes dans la répétition d'une idée tout à fait simple, qui est que l'enfant doit être au centre de la préoccupation des adultes qui l'entourent, que ce soit le magistrat, que ce soit les différents tiers que vous voulez rajouter, que ces tiers soient biologiques ou non, qu'ils soient adoptants ou non, qu'ils soient de sexe féminin ou de sexe masculin, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition parlementaire, qu'ils parlent en anglais éventuellement au domicile conjugal ou extra-conjugal, ou qu'ils utilisent cette belle langue qu'est le français. Nous considérons que le terme de supérieur doit être au centre des préoccupations des adultes envers l'enfant, parce que le terme d'intérêt ne concerne pas uniquement l'intérêt de l'enfant ou les intérêts de l'enfant lui-même, mais l'intérêt, l'attention que lui portent les parents. Un enfant, on le sait, progresse en fonction de l'investissement que les adultes lui portent, en fonction de l'intérêt qu'ils lui portent. Ce terme va dans les deux sens, et nous considérons qu'il n'y a rien de supérieur dans la décision qui doit intervenir pour le magistrat que l'intérêt porté à cet enfant. C'est une raison supplémentaire pour adopter cet amendement de bon sens. Merci. Nous en venons à l'amendement 169 que va défendre M. Gosselin. Merci, Monsieur le Président. Ici, cet article concerne donc la saisine par les tiers du juge. Et je crois que cette saisine, et on le disait tout à l'heure, met sur un même pied d'égalité les parents et les tiers. Donc on veut essayer de soustraire ces enfants à l'intérêt des adultes et vraiment les placer au centre du dispositif. Et c'est pour ça, sans revenir sur l'ensemble des conventions qu'on a déjà évoquées, c'est pour ça que l'intérêt supérieur de l'enfant nous paraît réellement indispensable et non pas superfétatoire ou dans des effets de traduction pour le moins incertains. Donc l'intérêt supérieur nous semble défendu par cet amendement 169. La parole est à M. Meunier pour le 332. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Contrairement à vous, Mesdames et Messieurs, collègues de la majorité, nous souhaitons mettre l'enfant au cœur de cette loi. C'est la raison pour laquelle nous nous répétons et nous continuerons à le faire inlassablement que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être reconnu, doit être mis en avant, et nous ne comprenons pas cette obstination qui vous caractérise depuis déjà d'ailleurs quelques temps maintenant, puisque vous êtes majoritaire depuis 2012, en tous les cas dans cet hémicycle. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, vous continuez à vous obstiner malgré les résultats désastreux. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons défendre à travers cet amendement, et je souhaite défendre à travers cet amendement, d'insérer le mot « supérieur ». Merci, Monsieur Reiss, pour le 359. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous persistons et signons en faveur de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Alors, Madame la Ministre, quand on voit de quelle manière vous avez intentionnellement provoqué l'opposition en accordant une interview dans le Figaro donc de hier, puisque minuit est passé, avec un grand titre provocateur, la PMA pour les homosexuels, le sujet n'est pas clos, pour ensuite s'offusquer dans l'hémicycle devant les amendements de l'opposition que le sujet n'a rien à voir et que ça n'a rien à voir avec la PPL sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant, on croit rêver. Quand on voit de quelle manière vous avez, dans un autre journal, le journal La Croix, toujours de hier, décrété que les députés de l'opposition, membres de l'entente parlementaire pour la famille, ne représentent pas les Français, ni même l'ensemble des députés UMP, nous sommes très perplexes. Vous nous reprochez des positions excessives et une méconnaissance de la vie des familles, ce qui n'est sûrement pas le cas vu la qualité des arguments que nous développons, et nous avons de la constance dans nos arguments, puisque pour cet article 12, en cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge qui statue en considération, et nous insistons, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci. Monsieur Poisson pour le 496. Merci, Monsieur le Président. Mes collègues ont largement développé les amendements que je m'apprêtais à défendre devant vous, et je ne suis pas sûr de trouver ici des raisons nouvelles pour vous expliquer le motif de cet amendement, mais je voudrais revenir sur l'amendement précédent parce que vous ne m'avez pas répondu sur la tutelle, Madame le ministre, ni Madame le rapporteur. Ben, comme vous dites. Et moi, je le regrette beaucoup parce que je ne comprends toujours pas pourquoi le pouvoir des tiers ayant été renforcé, ça justifierait qu'on retirât au juge la possibilité de prononcer la tutelle dans les situations délicates. Donc ça c'était quand même dommage. C'était une question importante et je rejoins tout à fait le souci, pour ne pas dire la préoccupation, de Monsieur Lelouch sur ce sujet qui s'associe à ma question en l'espèce. Merci, Monsieur Poisson. La parole est à Madame Genevard pour le 575. Et merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'intérêt de l'enfant est supérieur tout simplement parce qu'il prime sur tous les autres. Et comment pourrait-il en être autrement? Alors, vous nous avez dit à plusieurs reprises que cet article 12 concernait des enfants en situation de grande fragilité. Et je considère que c'est une raison supplémentaire de prendre toutes les précautions afin de ne pas rajouter du risque au malheur. Pour ces enfants-là, plus que pour tous les autres, toutes les prudences s'imposent en matière d'actes importants délégués de l'autorité parentale. Merci, Madame Genevard. La parole est à Monsieur Breton pour le 706. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous sommes toujours sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant et d'effectivement de marquer expressément, avec le mot supérieur, ce que nous voulons exprimer, c'est-à-dire que l'enfant doit être vraiment au cœur de nos préoccupations. Et à chaque fois, vous refusez, alors avec des arguments en nous disant c'est le droit qui nous l'impose, il n'y a pas besoin de le marquer, il y a telle traduction en anglais, etc. Je me rappelle les débats que nous avons pu avoir dans cet hémicycle au moment de la loi dite de refondation de l'école, où on avait un amendement où on proposait d'indiquer les parents premiers éducateurs de leurs enfants. On n'a jamais pu obtenir ce point qui pourtant pouvait sembler faire l'unanimité sur ces bancs, mais non, il y a eu un refus en disant mais non, parce qu'effectivement sur ces bancs de gauche, sur ces bancs de la majorité, vous ne pensez pas que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Je vous ai interrogé tout à l'heure, Madame la Ministre, pour savoir si pour vous la famille, en tant que ministre de la Famille, était la cellule de base de la société, ce que nous pensons. Vous ne répondez pas parce que vous ne pensez pas que la famille est la cellule de base de la société et vous refusez de marquer cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant dans cette loi parce que vous ne pensez pas que l'enfant doit être au cœur de nos préoccupations. C'est tous ces débats qui finalement éclairent nos divergences de conception sur la famille, sur la filiation et sur la parenté. Je vous remercie. Merci. Alors, avant de donner la parole à Madame la rapporteure, je précise que sur ces amendements 56 et suivants identiques, je suis saisi par le groupe SRC d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame la rapporteure, vous avez la parole.
Moi, je pense que tous ici, on est tous d'accord pour parler de l'intérêt de l'enfant. Je ne ferai jamais le procès à quiconque de dire qu'on n'est pas ici dans l'intérêt de l'enfant. Et quand vous parlez de la Convention de New York, quand vous parlez de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eh bien, je pense que tout le monde est satisfait que la France l'ait ratifiée. Et je ne ferai procès à quiconque, ni d'un côté ni de l'autre, pour dire le contraire. Donc moi, j'ai juste envie de vous dire que c'est effectivement de très bonnes choses, comme vous le pensez aussi, mais qu'elles s'appliquent à nous et qu'il n'y a pas lieu de le remettre en cause. Donc je ne vois pas le fait de rajouter intérêt supérieur viendrait mettre en plus, puisque la jurisprudence, puisque le Conseil d'État nous ont déjà dit qu'elles s'appliquaient à nous. Donc je ne vois pas en quoi les remettre apporterait, puisqu'elles s'appliquent à nous et que nous sommes ici tous d'accord pour dire que ce sont d'excellentes choses et être fiers que la France l'ait ratifiée. Merci, Madame la Ministre. Défavorable, bien évidemment, sur les amendements. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je peux répondre sur l'intérêt supérieur de l'enfant ou il faut que je réponde sur la tutelle? Sur l'objet de l'amendement, parce que sinon, Monsieur Geoffroy va se sentir autorisé à me rappeler à l'ordre. Je crois qu'on n'est pas d'accord sur cette affaire d'intérêt supérieur de l'enfant. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais oui. Pardon? Non, mais c'est pas une confession, hein. C'est juste effectivement que ce débat me permet effectivement d'avancer. Et pour tout vous dire, nous ne sommes pas d'accord, mais le débat a lieu aussi chez les juristes. Et en ce qui me concerne, je vais m'en référer à la note du groupe de travail du défenseur des droits de l'enfant en particulier, qui dit, je vous le dis, l'adjectif supérieur ne signifie pas que l'intérêt de l'enfant doit forcément et toujours prévaloir sur les intérêts des autres, parents, autres enfants, intérêt général. Mais comme le précise l'article 3.1, il doit être une considération primordiale. Rechercher un équilibre entre des intérêts légitimes mais différents constitue par définition un exercice délicat et difficile. Il consiste à évaluer et à comparer les avantages et les inconvénients. L'important est de ne jamais perdre de vue au cours de ce processus le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Eh bien, voyez-vous, cette définition de l'intérêt supérieur de l'enfant me paraît assez bien correspondre à ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est le fait que le juge doit arbitrer. Vous avez une conception fétichiste de l'intérêt supérieur de l'enfant, fétichiste, qui ne prend pas en compte qu'il faut arbitrer entre des intérêts différents, légitimes, parfois contradictoires, et que c'est le rôle du juge. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement et à tous vos amendements qui consistent à rajouter l'adjectif supérieur à chaque fois que vous croisez le substantif intérêt dans le Code civil. Merci. La parole est à Monsieur Geoffroy. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ce que vous venez de dire est très intéressant parce que c'est un propos qui résonne comme un véritable aveu. Vous reconnaissez par votre refus d'ajouter au mot intérêt le qualificatif supérieur parce que vous venez de dire que l'intérêt de l'enfant, oui, mais il y a d'autres intérêts qui peuvent être aussi importants et pourquoi pas plus importants que l'intérêt de l'enfant. Dans le contexte du texte que vous êtes en train de défendre au nom du gouvernement, au banc du gouvernement, ce que vous venez de dire est extrêmement clarifiant et, permettez-moi de vous le dire, extrêmement grave. Je voudrais revenir sur vos traductions très approximatives. Je n'ai pas du tout été convaincu par votre appréciation de certaines traductions sur the best interest et je me suis livré à quelques recherches qui ont conduit à un résultat, Madame la Ministre, que je vous invite à entendre. Lorsqu'on traduit best interest dans plusieurs acceptions, quand on parle par exemple de l'intérêt des peuples ou de l'intérêt d'une collectivité, de l'intérêt de soi et des autres, je donne la traduction française, on traduit dans tous ces cas-là the best interest par dans leur meilleur intérêt. Par contre, à chaque fois
que l'on a la formule « the best interest of the child » ou « of the children », on traduit toujours, sans défaillance, y compris dans une note dont je viens de prendre connaissance, issue du Parlement du Groenland. À chaque fois, on traduit « the best interest of the child » par l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est très édifiant. Donc tout à l'heure, vous avez essayé tout à l'heure de nous endormir en nous disant que The Best, on pouvait dire que c'était le meilleur et que c'était supérieur. Là, comme vous avez vu que vous étiez dans le faux, vous venez de vous livrer totalement, vous venez d'avouer que l'intérêt de l'enfant était un intérêt parmi d'autres et qu'il se pouvait qu'il y ait des intérêts qui lui soient supérieurs. Continuez sur cette ligne, les Français vont de plus en plus s'apercevoir que votre gouvernement est totalement à côté de la plaque. Merci. La parole est à Monsieur Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ces interprétations. Enfin, c'est assez incroyable. Ce texte, il a été négocié en français et en anglais. Donc, moi, je m'en tiens à la version française. Et la version française, vous pouvez la trouver partout, qui fait foi et qui est claire et qui fait référence à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et pourquoi, Monsieur Le Bouillonnec, c'est désagréable. Écoutez, vous prendrez la parole ensuite. Bon. Et donc, en ce qui concerne l'intérêt supérieur. Donc, en ce qui concerne... Mais c'est pas... Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez demander à Monsieur Le Bouillonnec de cesser de parler dès que je parle? Non, mais moi, j'ai tout mon temps, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Bon. Bien, donc... pourquoi a-t-on introduit dans la Convention de New York l'intérêt supérieur de l'enfant? C'est tout simplement parce qu'on voulait justement faire reconnaître que l'enfant était un sujet de droit et non pas un objet de droit. Et c'est peut-être finalement ce qui vous dérange, c'est-à-dire que nous, on défend l'intérêt supérieur de l'enfant, vous défendez les intérêts supérieurs des adultes, et on voit bien que ce texte, à tout moment, est plus attentif aux attentes et aux intérêts des adultes qu'aux attentes et aux intérêts des enfants. Puis on voit bien qu'à l'origine de cette Convention de New York, il y a cette volonté de faire en sorte que l'enfant soit un sujet et pas un objet de droit. On ne crée pas des enfants pour satisfaire le désir des adultes, Monsieur Binet. Voilà, on est bien là au cœur du problème. Et c'est vrai que c'est ces deux conceptions, au fond, qui s'opposent. Alors ce débat, il est intéressant parce qu'il révèle justement deux conceptions de l'enfant et deux conceptions de la famille. Et quand on va un peu plus loin, parce que vous avez le président du Comité des droits de l'enfant, président international au niveau mondial de cette convention jusqu'en 2013. Qu'est-ce qu'il dit à propos de ce concept d'intérêt supérieur de l'enfant? Il ne dit pas que ce n'est pas un concept qui n'est pas appliqué. Il précise que ce concept institue un principe d'interprétation qui doit être utilisé dans toutes les formes d'intervention à l'égard des enfants et qui confère une garantie aux enfants que leur sort sera examiné conformément à ce principe d'interprétation. C'est un principe d'interprétation. Or, on est bien... Mais oui, mais quand ce principe d'interprétation, il doit être traduit dans le Code civil. Mais bien sûr que oui. Puisque de toute façon, le juge devra lire intérêt supérieur de l'enfant, là où vous écrivez intérêt de l'enfant. Et à supposer même que la Convention de New York sur les droits de l'enfant ne vous convienne pas, il reste quand même les autres textes, notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vous allez me dire encore qu'elle a été traduite peut-être cette fois-ci de l'allemand et que ça ne vous convient pas, mais elle a été préparée aussi en français et elle part de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et ce document a au moins autant de valeur que la Convention de New York au regard de la hiérarchie des normes en France. Et puis ensuite... Madame la ministre, vous pourriez avoir un minimum de respect pour la Cour de cassation qui, elle, fait référence à l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vous donnerai l'arrêt de 2005 si vous ne l'avez pas. Madame Genevard. Madame la ministre. Finalement, ce débat que, visiblement, vous trouvez fort lassant a du bon parce que, finalement, il a révélé le fond de votre pensée. Jusqu'à présent, Madame la rapporteure s'est contentée de nous dire « Mais écoutez, ce terme de supérieur n'est pas utile, il est implicite dans la mesure où la France a adopté les textes internationaux qui l'expriment, il n'est pas nécessaire que nous le reprenions. » C'était une façon de botter en touche. Et vous ne vous êtes pas démarqué de la position de votre rapporteur. Sauf poussé dans votre retranchement, vous avez fini par dire « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. » Et c'est votre... Non, mais vous avez expliqué
que vous n'étiez pas d'accord parce que vous considérez il peut y avoir un intérêt supérieur de l'adulte sur celui de l'enfant. C'est ça que vous venez de nous dire. Et je crois qu'on touche là à quelque chose de profondément disjoint de notre position. Et Madame la Ministre, je terminerai en vous disant, vous avez utilisé le mot fétichisme. Et ce terme est vraiment très étonnant, appliqué à l'enfant. Parce que qu'est-ce que c'est que le fétichisme? C'est l'adoration d'objets de culte, d'objets. Non, l'enfant n'est pas un objet. Et c'est un sujet. Et le terme... Écoutons Madame Geneva, le terme de fétichisme est totalement inapproprié. Il est totalement inapproprié dans le débat. L'enfant n'est pas, de notre point de vue, un sujet d'adoration. Madame Bourguignon, nous écoutons Madame Geneva. Voilà. Merci, Monsieur Dhuicq. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, nous ne ressentons pas d'excitation particulière sur ce débat. Nous ne ressentons pas d'excitation sur le terme de supérieur. Bien au contraire, nous observons l'état général du pays. Et nous considérons que ce pays est profondément déprimé. Et nous sommes, nous, confrontés par votre politique à la vision d'un vide sidéral qui, effectivement, peut nous déprimer parce que nous avons l'amour de ce pays et l'intérêt de ce pays chevillé au corps. Et nous sommes profondément désespérés de voir que nous avons un chef d'État qui se comporte comme un adolescent. Ces ministres, d'ailleurs, en privé le disent eux-mêmes. Nous sommes profondément déprimés de voir que vous considérez que, quel que soit l'âge, il n'y a pas de respect de la parole de l'aîné. Nous sommes profondément déprimés de voir que vous continuez à détruire le système familial français. Et nous ne sommes pas non plus fétichistes ou particulièrement fixés sur un modèle du 19e siècle de la famille. Ne caricaturez pas nos positions. Simplement, nous considérons que votre geste, votre espèce de volonté déstructurée, profondément fétichiste qui vous anime, eh bien effectivement est mauvaise pour le pays. Car qui est fétichiste, était fétichiste avant les élections de la défiscalisation des heures supplémentaires? C'était pas nous, c'est vous. Qui était fétichiste de la réforme ferroviaire? C'était pas nous, c'est vous. Qui est fétichiste des attaques permanentes sur le grand capital pendant les élections et puis après qui se couche littéralement devant les mêmes forces jusqu'à recruter des personnes venues de la haute finance. Mes chers collègues, nous écoutons M. Dhuicq qui conclut. Donc je pense qu'en termes d'excitation et de fétichisme, c'est plutôt de ce côté de l'hémicycle que le fétichisme se trouve. Nous sommes pour la liberté. Nous ne sommes pas fixés sur une vision totalement préconçue de la réalité. Nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous sommes dans la liberté. Mais nous considérons que pour atteindre à la liberté, le futur citoyen, c'est-à-dire l'enfant, a besoin d'avoir des parents. Et lorsqu'il n'a pas la chance d'avoir des parents, il a besoin d'avoir des adoptants ou un adoptant qui le confie et qui le confronte à la différence. Nous sommes pour la différence. Vous êtes pour l'uniformisation. De ce fait, vous refusez absolument le terme de supérieur parce que vous êtes fétichiste de l'égalitarisme poussé à tout crin. Mon cher collègue. Alors, avant de donner la parole à Madame Greff, juste après Madame Greff, nous voterons sur ces amendements et après nous voterons sur l'article 12 et j'informe l'Assemblée que je suis saisi sur le vote de l'article 12 d'une demande de scrutin public. La saisine provient du groupe UMP. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Greff et Monsieur Gosselin très rapidement après. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, après avoir entendu tous les arguments de mes collègues, je voudrais en rajouter un autre qui est très simple et qui est naturel et que je crois que tout le monde est en capacité de comprendre. Le but d'ajouter intérêt supérieur de l'enfant est basé sur une notion simple, d'ailleurs notion à laquelle se réfère la Cour internationale des droits de l'enfant des Nations Unies, une notion simple qui est de rechercher une définition des besoins basiques et fondamentaux. Basiques et fondamentaux qui apportent des éléments importants et nécessaires pour assurer une vie digne et heureuse
à nos enfants impactent sur leur vie. C'est le principe général qui doit ou devrait s'appliquer pour de nombreuses situations, dans tous les cas, pour les enfants, en cas de séparation, en cas d'adoption, en cas d'éducation. Ce sont tout simplement, Madame la Ministre, les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson qui a réglé la vie, tant biologique, psychologique et spirituelle de notre société. Et c'est la raison pour laquelle, mais oui, regardez, vous avez l'air de ricaner. Ben oui, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, il n'y a pas que les femmes qui sont intéressantes, mais le besoin fondamental des enfants est essentiel. Et Virginia Anderson a basé toute la notion de respect et de l'enfant et de l'être humain sur ces 14 besoins fondamentaux. Et donc l'intérêt supérieur de l'enfant, le mot supérieur est basé sur ces besoins fondamentaux. Très très bien. Parfait. Merci, Monsieur Gosselin. Oui, Monsieur le Président, je vois que l'heure tourne, il est plus d'1h du matin. Et je voudrais me permettre de faire un rappel au règlement sur le bon déroulement de nos débats. Mais bien pressé, je vous rappelle que normalement nous siégeons jusqu'à 1h du matin et donc vous nous avez annoncé un certain nombre de votes, mais je crois qu'il serait l'heure plutôt de suspendre plutôt que de passer au vote. Donc je voulais savoir quel était le point de vue de la présidence et à ce stade demander... Non, mais je crois que c'est important de pouvoir fixer le bon déroulement de nos débats. Vous avez à cœur, comme moi, de respecter le règlement de l'Assemblée nationale. Forcément, c'est essentiel. Monsieur le Président, vous pouvez peut-être nous éclairer à ce stade. Mes chers collègues, vous avez tout à fait raison. Nous avons déjà dépassé 1 heure, ce qui n'est pas dans nos usages. Il n'empêche que les votes ont été annoncés, donc nous procéderons au vote et nous lèverons nos travaux juste après. Alors, donc, nous allons maintenant voter sur cette série d'amendements. Hein. Chacun regagne sa place. On vote sur l'amendement, hein, la série qui vient d'être présentée, qui commence par la 56. Hein. Chacun a pu regagner sa place. Je vais procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Vote 37, suffrage exprimé 37, majorité 19 pour 13 contre 24. Les amendements sont donc rejetés. Je vais maintenant mettre aux voix l'article lui-même, l'article 12. Chacun regagne sa place. Sur les articles, sur l'article 12, hein. Je vais procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 38, suffrage exprimé 38, majorité 20, pour 24, contre 14. L'article 12 est donc adopté. Mes chers collègues, il reste 207 amendements à examiner. Vu l'heure tardive, je vais lever la séance. La suite de la discussion de la proposition de loi est donc renvoyée à une date ultérieure, qui sera arrêté en conférence des présidents. Prochaine séance demain à 15h. Questions au gouvernement. Vote solennel sur la proposition de résolution relative au maintien d'une administration et de politique publique dédiée aux Français rapatriés outre-mer. Projet de loi portant réforme ferroviaire. Proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF. La séance est levée.